écran. C'est fait. Tout le monde voit bien mon écran? Oui. Parfait. Donc, Oui, monsieur. Bonjour. bonjour. Donc, je vais ouvrir directement un projet dans Visual Studio Xamarin. Démo et Visual Studio. Donc, je vais démarrer le projet parce que vous savez, ça prend un certain temps à lancer. Et pendant que Visual Studio ouvrira et créera notre projet, je vais retourner dans OneNote sur le tableau blanc pour réviser un peu ce qu'on a vu à ce stade-ci de manière visuelle avant de présenter là présenter de manière théorique avec des schémas ce que j'ai l'intention de vous démontrer dans le code tout de suite après. Donc une fois que ça se sera fait, comme on l'a dit la semaine dernière, j'ai besoin de valider avec vous individuellement le contenu de vos fameux cahiers de charges pour me permettre de valider avec vous votre projet, là, soit à la hausse, soit à la baisse et qu'on puisse commencer à travailler de manière concrète dessus. Donc, laissez-moi juste démarrer ceci. Donc, nouveau projet. Fait. On va créer une application mobile Xamarin Form. C'est bon. Je vais la créer dans le dossier prévu à cet effet. Donc, sur mon bureau, Demo List View, Select, Create. Donc, je vais toujours y aller avec un gabarit blank pour iOS et pour Android, Create. Donc, pendant que ça s'ouvre, je vais nous téléporter dans OneNote et faire quelques petits dessins pour vous. Voyons. Allons-y. Parfait. Donc, remettons-nous en scène. Donc, ce que nous avons vu pour l'instant, c'est que une application Xamarin est une application qui en réalité exploite le concept de l'héritage. Donc, nous avons une application maître ou une application parent que je vais appeler app tout simplement. Et cette application parent, elle est composée de quoi? Elle est composée d'un fichier .cs, donc une classe qui représente le code en background, et elle est composée d'un fichier XAML pour XML Application Modeling Language. Donc, il y a une version, si on veut, étendue du langage XML que vous connaissez et qui permet, un peu comme dans Android Studio avec les fichiers de layout, de décrire l'interface graphique en utilisant un fichier texte qui contient des balises XML. Donc, ce projet maître nous permet, par une relation d'héritage, de créer, et donc je vais venir juste ici, de créer un, deux, un, deux et trois enfants. Dans les démonstrations que je fais avec vous, je me limite à 2 enfants, mais en réalité, on a 3 sous-projets possibles. Le premier sous-projet étant un projet de type Android. Le deuxième sous-projet est un projet de type iOS, tablette ou téléphone, même chose pour l'Android. Et le troisième étant un projet de type Windows, phone ou tablette. Donc, on a une relation, je répète, d'héritage entre le fichier C# de base, le fichier XML de base et le fichier, je vais mettre ici point Java, excusez-moi, point Java ou point
Kotlin. Donc, excusez-moi, là, mon téléphone risque de sonner peut-être à quelques reprises aujourd'hui. Vous savez qu'on approche de la fin de la session et les étudiants de sixième session en informatique là sont en recherche de stage et plusieurs ont déjà des confirmations. Donc, je vais recevoir probablement quelques appels pour des demandes de référence. Donc, voilà pourquoi mon téléphone va sonner de temps en temps. Là, excusez-moi pour ça. Donc, Kotlin. Et on sait que on est toujours au niveau du layout ici avec un fichier XML et non XAML. Donc, au niveau du iOS, les langages de programmation qui vont s'offrir à nous sont le Swift. Donc, quand je dis qu'ils vont s'offrir à nous, on ne va pas programmer en Swift parce qu'on ne fait pas du développement iOS natif dans le programme d'informatique ATK. On passe plutôt par Xamarin pour générer le code natif Swift. Donc, soit Swift, soit Objective-C. Donc, Objective-C. Et en fait, au niveau du layout, à ma connaissance, il n'y a pas nécessairement d'équivalent XML. On fonctionne un peu plus comme quand on fait du développement d'applications Windows en C#, où on a un environnement graphique qui nous permet de faire du drag and drop sur nos contrôles et qui génère le code automatiquement en arrière-plan. Donc, dans mon schéma ici, je vais tout simplement mettre UI. Je mets un petit bémol là-dessus parce que bon, ça peut avoir changé. Je m'amuse pas à faire du développement natif iOS toutes les semaines ou tous les mois comme je le fais en Android. Donc, et au niveau du développement Windows, téléphone ou tablette, ben évidemment, on a ici le C# comme langage et on a du côté graphique, encore une fois, du XAML. Donc, l'idée est que Xamarin nous permet de prendre le code natif C# ici et de le convertir en du bytecode, parce qu'on sait que le Java et le Kotlin se compilent en réalité dans les mêmes instructions pour la machine virtuelle Java. On prend les balises XAML ici et on les convertit en vue Android, parce qu'on sait que, par exemple, en Xamarin, un textbox, ben, ça s'appelle un entry, alors qu'en Android, ça s'appelle un edit text. Donc, il y a une corrélation qui doit être faite entre les objets qu'on place dans Visual Studio quand on utilise Xamarin et les objets natifs qui vont être générés sur Android. Le même processus s'effectue quand on passe de notre projet parent ici à une application iOS. Donc, le code C# est converti en code natif, soit Swift ou Objective-C. Et encore une fois, que ce soit du Swift ou du Objective-C, c'est les langages de haut niveau, des langages orientés objets qui finissent par être compilés par des instructions comprises par le système d'exploitation iOS. Et les composants graphiques qu'on définit en XAML sont eux aussi convertis en composants Android. Au niveau du Xamarin vers Windows Phone, c'est là où on a peut-être le plus de transparence, puisque le XAML reste du XAML et ben, le C# qu'on a ici reste le C# qu'on a. Évidemment, plusieurs systèmes d'exploitation représentent plusieurs univers avec chacun leur propre particularité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je parle du monde du desktop, par exemple, on a Windows, on a Linux, on a macOS. Donc, ce sont tous des systèmes d'exploitation qui peuvent vous permettre de faire fonctionner correctement un ordinateur de bureau ou un laptop. Donc, ils vous permettent de gérer le système de fichiers, la mémoire, d'installer des applications, de browser sur le net, mais ils le font tous d'une manière un peu différente.
la façon dont ces systèmes d'exploitation gèrent les ressources de votre ordinateur va différer, même si le résultat final est le même. Mon Firefox qui roule sur Linux ne se comporte pas exactement de la même façon que le Firefox qui roule sur macOS ou le Firefox qui roule sur mon laptop Windows. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des petites différences quand même entre ce que vous voyez dans Xamarin quand vous exécutez votre code sur Android versus sur Windows versus sur iOS. Donc, dans mon planning, pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante, et je vous le dis 2 semaines d'avance pour qu'on soit en mesure de se préparer. Donc, à partir du 19, ou en tout cas le 19 pour commencer, j'aimerais vous faire venir en présentiel à Tekar pour qu'on puisse pousser nos applications sur une plateforme iOS. Donc, vous le savez, on l'a dit à quelques reprises depuis le début de la session, les applications qu'on code ici dans notre projet générique, c'est ce qu'on a fait pour l'instant, se traduisent relativement bien sur toutes les sous-plateformes. Sans nécessité de manipulation ou de tweaking, comme on dit en anglais, d'ajustement majeur. Par contre, si on veut vraiment être capable de simuler ou de rouler et de voir à quoi ressemble l'application iOS, ben, on est obligé d'être en possession d'un Mac ou encore d'avoir un Mac disponible sur le même réseau que notre PC. Donc, c'est ce qu'on va faire, comme je viens de le mentionner, le lundi 19. Je vous enverrai un rappel sur notre canal de cours, mais aussi par Mio, où dans la classe, je vais installer un MacBook Pro sur le réseau et vous pourrez tour à tour là, pousser vos applications sur ce MacBook Pro pour que vous ayez vu au moins une fois le processus. Donc, une fois que on sera convaincu que ce que je développe ici roule sans problème là et là, ben, on pourra par la suite se concentrer sur développer nos applications en utilisant notre simulateur Android qui est disponible pour nous tous. Et on verra là selon les contraintes horaires. Quoique je crois que le lundi, la majorité d'entre vous est à distance à 100%, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Non, l'après-midi, on a cours OK, avec. OK, c'est parfait, c'est même mieux. Donc, on va commencer le 19 et on va voir comment ça roule, comment ça va. Mais si ça marche bien, ben, j'aimerais probablement que la balance de notre session puisse basculer là, en présentiel pour notre cours de Mobile 3. Ça nous permettrait d'être plus efficace, plus rapide dans les démonstrations, dans les réponses aux questions et dans le support que je vais vous apporter là pour vos projets individuels. Oui, Anas. C'est donc le présentiel va commencer le 19. Le 19, oui, c'est mon planning. Ok, merci. Ça va. Donc, je vais vous envoyer un MIO par rapport à ça. Je vais le mettre aussi sur notre canal de cours. Le 19, juste une petite vérification. Le mercredi, excusez-moi, j'ai un horaire un peu compliqué. Les mercredis, si je ne me trompe pas, je n'ai aucun cours avec vous. Excusez-moi, j'aurais dû vérifier ça avant. Non, c'est bon. Passez-moi la note. OK, parfait. Donc, comme je l'ai dit depuis le début de la session, on a codé uniquement à ce niveau-ci et à ce niveau-ci. Donc, on a codé seulement dans le projet parent. Et si on avait déployé nos applications à ce niveau-ci, à ce niveau-ci et à ce niveau-ci, on aurait constaté que la logique, donc le comportement de notre application allait être le même, que l'interface usagée allait être sensiblement la même, avec quelques petites différences. Au niveau, par exemple, de la police par défaut du texte qui allait s'afficher, ou des ombrages, ou du rendu.
Ça va? On sait qu'au niveau du iOS, on est très méticuleux là, sur le design de l'interface usagée, la richesse des couleurs. Au niveau d'Android et de Windows, pas que ce n'est pas la priorité, mais disons que ce sont des plateformes qui sont réputées un peu moins stylées. Je vais m'exprimer comme ça. Donc, c'est des petites différences comme ça qu'on va remarquer, mais ces différences-là, on est capable d'y pallier en faisant quoi? Ben, dans notre fameux projet Xamarin, si on vient voir dans le sous-projet Android, ou encore si on vient voir dans le sous-projet iOS, ou encore dans le sous-projet Windows, ben, on va constater que on a un fichier, excusez-moi, on a un fichier XML propre à notre application Android, on a un fichier XML, on a un fichier XML propre à notre application iOS, on a un fichier XML propre à notre application Android, et on sera donc capable d'aller à l'intérieur de ces fichiers et de rajouter des attributs ou des propriétés pour rendre notre application vraiment similaires. Ça va, des clones les unes des autres sur les différents systèmes d'exploitation sur lesquels on veut les déployer. Donc, ce principe de base, je voulais le redessiner pour vous. C'est quelque chose qu'on a vu rapidement en début de session, mais c'est très important de le garder en tête hein, quand on va faire ces modifications dans 2 semaines. Pour s'assurer qu'on comprenne pourquoi, par défaut, ce que je vois ici dans iOS est légèrement différent de ce qu'il y a dans Android ou dans Windows, même si on me dit que en codant dans Xamarin, je code une fois et c'est réglé, mon application fonctionne partout. Le fait d'utiliser Xamarin ne vous libère pas des contraintes de déploiement spécifiques à chacune des plateformes. Si je veux déployer avec Xamarin sur Google Play, ça va, je vais quand même avoir besoin de me créer un compte de développeur euh, sur sur le App Store de Google. Si je veux déployer mon application sur iOS, ben, je vais quand même devoir me créer un compte de développeur iOS et payer la licence pour avoir le droit de développer. Et je vais aussi malheureusement être obligé d'avoir au final un ordinateur Mac avec Xcode, donc le compilateur euh, pour iOS, pour être capable de pousser mes projets sur le App Store. Et avec Windows, encore une fois, je vais avoir besoin de ma licence là, de développeur pour le App Store de Windows. Donc, oui, une plateforme, un langage nous permet de déployer sur plusieurs systèmes d'exploitation différents, mais les contraintes individuelles de chacune de ces plateformes restent, malheureusement pour l'instant. On verra ce que le futur nous réserve. Donc, une fois qu'on a compris ça, euh, euh, on a appris à créer des interfaces usagées, c'est bien, on a appris à interagir avec des contrôles de base. Comme dans tous les cours de programmation que j'ai avec vous, je m'amuse à vous présenter les contrôles graphiques de base, les plus utiles, les plus standards. On ne s'amuse pas nécessairement à aller tous les manipuler les uns après les autres parce que ça devient lourd. L'important, c'est de savoir comment afficher un contrôle, comment y accéder dans notre code back-end, comment être capable de modifier ses propriétés. Au-delà de ça, il y a la documentation. Par contre, sur ce qu'on va revenir très rapidement, ce sont les différents types de layout. En Android native, on a travaillé avec les relative layouts, les linear layouts, etc., etc. Il y a des layouts équivalents en Xamarin. Pour l'instant, on a utilisé tout simplement le stack layout. Mais la semaine prochaine, j'ai l'intention de faire un cours qui couvre spécifiquement les layouts. Donc, les stack layouts, les grid layouts, etc., pour vous permettre pour votre projet d'avoir la flexibilité de créer les interfaces les plus fluides possibles, les plus simples ou les plus complexes possibles. Donc, ce qu'on a travaillé la semaine dernière, c'est ceci, et je vais le reviser avant qu'on avance. On a vu un peu en Android, comment est-ce qu'on peut, en Android, dans Xamarin, évidemment, comment est-ce qu'on peut exploiter l'architecture client-serveur. Donc, ce qu'on a fait, c'est que dans notre application, donc
Le jaune, c'est pas fameux. Donc, dans notre application, ici présente, application Xamarin, évidemment, qui peut se découper en soit Android, soit iOS, soit Windows Phone, on a fait usage d'une classe particulière, donc que je vais dessiner ici en bleu. Donc, allons-y comme ceci. Le noir représente notre app générée. Le bleu, juste ici, représente. Donc, le bleu, juste ici, représente une classe Windows, hein, une classe C# présente dans le namespace system.net, la classe Web Client. Excuse-moi, Anna, je vois toujours ta main levée. C'est parce que tu as une autre question ou elle est restée levée de tout à l'heure? Anas? OK. Donc, la classe Web Client est une classe .NET disponible dans le namespace system.net. C'est une classe qui est disponible aussi en ASP Webform, aussi en ASP MVC. Elle est disponible aussi en programmation desktop. Donc, les fonctionnalités, les propriétés, les attributs, les événements de la classe Web Client qu'on a démontré la semaine dernière pour être capable d'effectuer une requête de type GET. On peut avoir aussi comment effectuer des requêtes de type POST. Donc, dans une application Xamarin, sont tout aussi valides dans des applications ASP, Webform, ASP MVC et Windows Form. Ça va? Donc, c'est la beauté d'avoir un langage qui nous permet d'attaquer plusieurs plateformes, donc web, desktop et mobile. C'est que les concepts, les syntaxes qu'on retient dans une plateforme restent valides dans les autres. Oui, Anas? Monsieur, vous m'avez appelé juste maintenant. Oui, parce que ta main était encore levée, donc je me demandais si c'était une autre question ou si, Non, 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 non. si tu avais juste Ok. dit. OK, Non, non, je n'étais pas ici, j'avais un empêchement. Merci, monsieur. parfait, il n'y a pas de problème. Donc, la classe Web Client, comme son nom le dit, est un client web. Et quand on parle d'Internet, on parle ou d'Internet ou d'intranet ou de réseau, on parle d'architecture client-serveur, où un serveur est là pour offrir des services à un client qui habituellement est notre browser. Mais très rapidement, dès notre cours de mobile 1, voire mobile 2, on a vu qu'un client était en fait n'importe quel système qui était capable de faire un appel vers le serveur. Donc, notre téléphone mobile peut être un client, notre PC peut être un client, le module Roku qu'on branche sur une télé pour qu'elle devienne une télé intelligente est aussi un client parce qu'il se connecte à un service de diffusion multimédia, un serveur de diffusion multimédia qui vous retourne les différents canaux de télé ou chaînes musicales que vous écoutez. Donc, notre objet web client est capable plutôt, de se connecter à un serveur, web et de communiquer de manière bidirectionnelle. Donc, ma flèche ici veut dire que je peux, dans une direction, envoyer des informations et le serveur peut me retourner de l'information. Donc, nous, ce qu'on a démontré la semaine dernière, en réalité, on a démontré, excusez-moi, on a démontré les deux, entre guillemets, puisque quand on effectue une requête de type GET, on fait une demande au serveur et le serveur nous retourne de l'information. Notre serveur, la dernière fois, n'était pas tout à fait un serveur conventionnel. On a placé un fichier, si vous vous souvenez bien, sur excusez-moi, Google Drive. Et Google Drive faisait donc office
du serveur qui contenait la ressource qui nous intéressait, ressource qui était un fichier JSON tout simplement. Donc, vous savez tous comment mettre en place un serveur Node ou comment utiliser WAMP ou XAMPP pour mettre en place un serveur Apache pour le PHP. On a utilisé IIS sur Windows pour un serveur ASP. Donc, peu importe la nature du serveur, les requêtes GET et les requêtes de typo sont transparentes et sont comprises par tous les serveurs. Donc, dans notre scénario, on faisait, et je vais peut-être dessiner ça autrement. Donc, on faisait comme ceci, une requête de type GET qui demandait une ressource en particulier et le serveur répondait comment? Le serveur répondait en nous renvoyant un objet avec un certain nombre d'attributs, un objet JSON en réalité. Je dis un objet JSON, mais en fait, c'était un tableau d'objets JSON qui nous était retourné la semaine dernière. Donc, je vais faire ça comme ça juste pour me simplifier la vie. Donc, JSON. Donc, mes crochets voulant dire que c'est un tableau. Et notre application était donc capable de récupérer cet objet. Donc, on le récupérait ici. Donc, on le récupérait à ce stade-ci et on faisait quoi avec? On le désérialisait. On le désérialisait avec une librairie très populaire en .NET, donc la librairie Newtonsoft, qui nous permet de sérialiser et de désérialiser les objets. La sérialisation, qui est un concept qu'on a déjà abordé à plusieurs reprises en développement Android, que ce soit dans nos cours de Mobile 1 et de Mobile 2, mais que malheureusement, vous n'aviez pas encore abordé en .NET. Et je dis malheureusement pourquoi? Parce que par défaut, en voulant implémenter la démonstration de la semaine dernière, je vous ai montré comment désérialiser un objet. Mais la sérialisation et la désérialisation, c'est un processus standard en programmation qui peut servir à quoi, par exemple? Et si vous me permettez, je vais faire une petite parenthèse ici avant de revenir à mon explication. Donc, je coupe ma page en deux. Imaginez que j'ai une classe student. Évidemment, vous n'êtes pas trop surpris de mon exemple. Donc, nom, prénom, âge. Si je voulais prendre les informations de cet étudiant et les inscrire dans un fichier .txt, en C# par exemple. Donc, je serai obligé d'utiliser un StreamWriter. Mon StreamWriter prendrait le nom, le prénom, l'âge, ferait les conversions nécessaires et utiliserait la méthode WriteLine pour inscrire cette information dans mon fichier. Lorsque je voudrais récupérer des informations d'un fichier texte pour les remettre dans un objet de type étudiant, le chemin inverse, je serai obligé de faire quoi? Je serai obligé d'utiliser un StreamReader pour lire une ligne à la fois, faire un split de ma ligne sur un caractère particulier, une virgule, un espace, une tabulation. Donc, pour obtenir séparément le nom, le prénom et l'âge, les passer en paramètre au constructeur d'un objet student, c'est long. Ça va? Alors que si on déclare une classe student en C# et qu'on spécifie qu'elle est sérialisable, ben, notre StreamWriter va être capable d'écrire un objet sérialisé dans notre fichier texte, ce qui fait que lorsqu'on va lire une ligne de notre fichier texte, automatiquement, chaque ligne lue va être convertie directement en un objet de type étudiant. Donc, plus besoin de lire la ligne, de la splitter par rapport à un caractère spécial, ensuite d'aller chercher chacun des éléments du tableau pour les passer en paramètre au constructeur de notre objet, etc., etc. Donc, on peut sérialiser et désérialiser à partir d'un objet vers un fichier texte. On peut sérialiser et désérialiser à partir d'un objet vers un fichier XML, vers une table d'une base de données. Donc, c'est très puissant et c'est très répandu comme technique. Donc,
je crois que j'ai quelques tutoriels qui traînent quelque part là, qui le démontrent en C Sharp, mais aussi en Java. Donc, je me mets une note dès que je les trouve. Je vous les déposerai sur notre canal de cours comme référence supplémentaire, comme complément de matière, parce que c'est une petite technique qui ne prend pas trop de temps à apprendre, mais qui rend vos applications beaucoup plus efficaces et qui vous donne l'air beaucoup plus professionnel, surtout en entrevue, là, au niveau de votre employabilité. Donc, je me débarrasse de ma petite... Tout le monde a compris, je crois, les avantages de cette technique. Maintenant, une image, c'est bien, mais l'application, c'est beaucoup mieux. Donc, je prendrai la peine là, de vous donner des tutoriels pour ça, ou si on a un peu de temps, de faire une petite démonstration. Donc, une fois que notre objet était désérialisé ici, ben là, le problème qu'on avait, c'est bon, il est désérialisé et je le vois dans un objet en utilisant des breakpoints ou je peux même l'afficher dans ma console. Mais si je reçois un tableau d'objets, ben, comment est-ce que je peux les afficher concrètement à l'écran? Ben, la solution à ce problème en Android native était d'utiliser notre fameux ami, le list view. Donc, un list view qui euh, était un contrôle à travers lequel on pouvait tout simplement venir sur chacune des lignes de notre list view, ben, créer un layout spécifique pour afficher les informations comprises à l'intérieur d'un objet ou un tableau d'objets. Donc, on pouvait, par exemple, venir créer un layout où on avait ici une image, un nom, un prénom, un prix, etc., etc. Donc, c'est ce que je veux traiter avec vous ce matin en réalité dans Xamarin. Comment peut-on configurer un list view? Comment peut-on peupler chacune des lignes d'un list view des informations provenant d'un tableau d'objets ou d'une liste d'objets? Euh, et, euh, et voyons. Et comment peut-on réagir à un clic sur notre list view? Les étapes sont similaires, mais à la fois différentes à celles qu'on connaît déjà en développement d'applications Android natives. En développement natif iOS, on a encore des objets différents, on a encore des étapes différentes. Donc, Xamarin permet d'unifier tout ça avec un nouveau type d'objet, un nouveau type de balise, donc XAML, qui va automatiquement être converti pour nous en les bons types d'objets et les bons types de vues dans chacune des différentes plateformes qui nous intéressent. Donc, c'est notre but en première période de cours ce matin avant de basculer là une petite période que je vais passer individuellement avec vous pour avoir pour commenter ou pour revoir avec vous votre cahier de charge. Ça va tout le monde? Ça va jusque-là? Ouais. Parfait. Donc, OK, allons-y. Donc, je vais basculer directement dans mon Visual Studio. Donc, parfait. Donc, faisons un peu de ménage. Je vais minimiser tout de suite la partie iOS parce qu'on n'aura pas besoin. Je vais minimiser tout de suite la partie Android parce qu'on ne va rien personnaliser au niveau d'Android. Et je vais venir nous créer là, notre sous-dossier habituel, question de bien organiser notre projet. Donc, views, allons-y. Et dans ce dossier Views, on va venir rajouter un nouvel item et notre nouvel item va être une content page ici. Je vous rappelle toujours que content page met XML. Donc, je vais laisser le nom page 1. Parfait, elle est créée. Retournons dans le code
de cette page 1 pour l'instant. Donc, on voit toujours notre stack layout familier. Mais la première chose que je vais faire, je vais m'assurer que cette page devient la page de démarrage de mon projet. Donc, je vais un peu rapidement ici parce que, bon, à ce stade-ci, avec les démos qu'on a refait dans les dernières semaines, je pense que ça devient plus ou moins une seconde nature pour nous tous. Donc, ici, ça va être une new. Donc, évidemment, donnez-moi une seconde, j'ai créé la nouvelle classe, mais mon projet n'a pas encore été compilé, donc elle n'est pas nécessairement, elle n'a pas été compilée, elle n'est pas nécessairement reconnaissable encore par le framework. Donc, la solution à ça est de rebuild tout simplement la solution. Évidemment, quand on lance avec le bouton play, ça build et ça affiche. Moi, j'ai pas besoin que l'application roule. J'ai juste besoin qu'elle soit compilée pour que les nouvelles classes ou le nouveau code qui a été fait soit intégré de manière officielle dans le projet. Donc, c'est terminé, aucune erreur de compilation. Donc, si je mettons tout simplement ceci en commentaire et si je reviens en dessous, donc main page qui est une variable globale qui représente la page de démarrage du projet, new, voilà, page on, erreur de débutant, donc je n'ai pas spécifié le namespace. Ouais. C'est ce que tu voulais me dire, Oui, exact. Mazek? Parfait, Oui. merci. Donc, voilà, on est dans les namespace views ici. Donc, voilà. Donc, allons rajouter using. Là, on a notre mon namespace et notre classe page 1 devient magiquement visible. Donc, lançons le tout. Comme avec Android Studio, ben, en fait, vous allez constater malheureusement, et c'est pas pour faire de la mauvaise publicité, là, que Xamarin n'est pas nécessairement toujours la plateforme la plus stable, ce qui est un peu surprenant. Ben, quand on sait que c'est un produit Microsoft, Visual Studio est un des si ce n'est le meilleur compilateur, là, le meilleur IDE sur le marché. Il y a une armée de développeurs qui travaillent sur les outils Windows de développement, mais Xamarin reste un traducteur. Hein, et un traducteur qui se veut un interprète pour 3 plateformes différentes. Et Dieu seul sait que si on parle seulement de la plateforme Android, ben, c'est une plateforme pour laquelle il y a énormément de mouvements. Par mouvement, je veux dire quoi? Ben, on sait qu'il y a des updates, des SDK d'Android peut-être toutes les 3 semaines, voire tous les mois, si on veut étirer un peu la sauce. C'est le même principe au niveau de iOS, c'est le même principe au niveau de Windows Phone. Donc, si un traducteur doit être capable en tout temps, à tout moment, de traduire correctement mon intention en C# vers une intention similaire en Kotlin ou en Swift ou etc., ben, vous comprenez que c'est une plateforme qui est mise à jour assez souvent en background. Donc, ce qui peut faire que le code qui marche parfaitement cette semaine, ben après l'upgrade X et Y ne marche plus nécessairement parfaitement sur votre téléphone ou sur votre simulateur. Pourquoi? Parce que la mise à jour qui a été faite dans Xamarin ben, ne correspond pas encore nécessairement à la mise à jour la plus récente sur Android ou sur iOS, etc. Donc, ça va être possible que pendant la session, on fasse une démo, que ça marche sans problème, et une semaine après, pouf, on a un problème, ça ne marche plus. Pour éviter ce genre de problème, il faut vraiment se créer un environnement fixé, stable, bloquer les mises à jour pour être sûr de travailler
toujours avec la même version de Xamarin, compatible à une version spécifique de Android, compatible à une version spécifique de iOS et de Windows. Ce que je vous apprendrai à faire là très rapidement. Donc, voilà, tout semble fonctionner dans le meilleur des mondes pour l'instant. Donc, on a notre page qui est lancée ici. Donc, je vais aller dans le code C# de cette fameuse page 1, donc qui se trouve là. Et ce que je vais faire, je vais, vous savez quoi, créons une classe. Une classe qui va représenter un étudiant. Ça va? Donc, un étudiant avec nom, prénom et âge, puisque mon objet JSON la semaine dernière, il y a 2 semaines, excusez-moi, je me souviens pas. C'était un étudiant, c'était un produit. J'ai fait trop de démos différentes. Là, je me souviens plus de ce que j'ai fait dans quel groupe. Donc, il me semble que c'est un étudiant avec vous, l'objet JSON qu'on avait stocké sur mon Google Drive. C'est bien ça? Oui, non, peut-être. Ça veut dire qu'on n'a pas regardé. Peut-être. Peut-être, hein? Ça veut dire qu'on Ouais. n'a pas regardé ces tutoriels récemment. C'est important si vous passez trop de temps sans je sais qu'on se voit seulement une semaine en mobile 3, mais c'est une syntaxe différente, c'est des balises différentes. Oui, c'est un environnement que vous connaissez déjà, mais si vous n'en faites pas un peu chaque semaine, ben, ça va être dur pour vous d'intégrer les concepts. Bon, c'est vrai que qu'on va se lancer dans le projet, vous allez être obligé d'en faire de semaine en semaine pour arriver à livrer ce que vous devez livrer à temps. Mais comme dans toute chose, planifiez-vous un petit moment dans la semaine en dehors de notre heure de cours pour en faire un peu. Donc, allons-y avec un étudiant en disant que c'est un tableau d'étudiants qui nous était retourné là sous format JSON quand on faisait notre appel avec le web client. Donc, moi, je vais créer ici dans mon projet une classe étudiant. Donc, dans vue, quoique, bon, ça devrait pas être vue, ça devrait être contrôleur, mais ça devrait être modèle, mais juste pour ne pas avoir à trop m'éparpiller. Donc, je vais aller dans les templates ici, je vais faire code, je vais choisir une classe et ça va être la classe student, tout simplement, que je vais créer ici. Donc, ma classe student, euh, parfait. Donc, cette classe student, je vais y aller avec des propriétés automatiques. On est en .NET, donc c'est toujours supporté. Les raccourcis aussi qu'on connaît sont supportés. Donc, string âge, voilà. String, on va y aller avec non. Bon, évidemment, une string pour l'âge, c'est pas la meilleure idée que j'ai eue cet été. Donc, non. Et crop, donc string. Donc, laissons ça comme ça. Donc, on a un objet avec lequel on est familier. Donc, ce que je vais faire maintenant, si je retourne dans ma fameuse page ici, moi, je vais être capable, ma page que j'ai appelée page 1, mais que j'aurais dû appeler list view ou liste d'étudiants, peu importe. Donc, dans cette page, qu'est-ce que je veux faire? Je veux déclarer de manière globale une liste de students. Et c'est donc à l'intérieur de cette liste de students que je vais mettre les différents étudiants que je veux afficher à l'écran. Donc, jusque-là, on n'est pas trop loin de ce qu'on a appris à faire en Kotlin et de ce qu'on a appris à faire en Java sur Android, où on avait besoin d'une classe qui modélise l'entité ou qui contient les informations de l'objet qu'on veut afficher dans chacune des lignes de notre list view. Ces objets, on les mettait dans une array list. Ici, on va utiliser une liste. Ensuite, on avait besoin d'un array adapter, donc une classe intermédiaire qui permettait de récupérer les informations de chacun des attributs
de chacun des objets dans notre array list et les placer correctement dans le layout qu'on avait défini pour chacune des lignes du dessus. Donc, on va voir les étapes équivalentes pour arriver au même résultat ici dans Xamarin. Évidemment, un array adapter, ça n'existe pas ici. Mais à partir du code C# qu'on va générer, ben, sur Android, ben, le code natif suivant toutes les étapes auxquelles on est habitué va être généré en dessous des couvertures, caché. Sur iOS, la même chose, et sur Windows Phone, la même chose. Donc, moi, je vais venir ici, tiens, private, je vais le mettre public, public, on va déclarer une liste de quoi? Une liste de students, j'ai mis un S minuscule, une liste de students que je vais appeler LS pour liste de students. Donc, elle est déclarée, mais inconsistent accessible. Qu'est-ce qu'il me raconte? Il faut ajouter public à la classe student. Il faut le faire. Oui, effectivement, dans ma classe student, comme on n'a rien déclaré, effectivement, elle est privée par défaut. C'est bien, j'ai des bons disciples. Ça, c'est le genre de bug qu'on avait en POO. Super. Oui. Tu l'as eu souvent, apparemment. Ouais, c'est ça. Toujours. Parfait. Donc, c'est bon. On va se réveiller, c'est lundi matin. Donc, parfait. Donc, j'ai ma liste d'étudiants. Donc, et ici, je vais tricher un peu. Normalement, ce que je devrais faire, c'est rajouter mon using system.net, déclarer un objet de type web client, faire une requête de type get vers ma ressource qui est sur mon serveur, qui pour moi est le serveur de mon Google Drive, récupérer mon tableau d'étudiants, le désérialiser. Et donc, le tableau d'objets désérialisés, c'est lui qui viendrait initialiser ma liste. Mais je vais vous laisser le choisir de loisir de combiner ce qu'on a fait il y a 2 semaines et ce que je suis en train d'écrire aujourd'hui. Moi, je vais tricher, question d'accélérer un peu la démonstration. Ben, je vais venir directement ici, this.ls égale new student liste et déclarons et vous savez quoi, on peut déclarer et initialiser si je peux trouver les bonnes touches. Parfait. Dans la même ligne, donc je vais créer quelques students directement ici. Donc new student. Donc mon premier student, et puisque ma classe a été créée avec des propriétés automatiques, j'ai donc aussi le loisir d'utiliser ces propriétés automatiques dans la création de mes différents étudiants. Ce qui est intéressant avec les propriétés automatiques, et je ne sais pas si j'ai assez mis l'accent là-dessus, c'est que si on regarde, oui, j'ai défini l'âge, le nom et le prénom dans cet ordre, mais parce que j'utilise une propriété automatique, ben regardez, je peux bien démarrer par le prénom si ça me fait plaisir. Donc, Toto, suivi de l'âge, suivi, suivi de l'âge, suivi du nom. Donc, je n'ai aucune restriction en fait sur l'ordre dans lequel je passe les paramètres. Je n'ai même aucune obligation de passer un paramètre puisque les propriétés automatiques vont tout simplement me donner des valeurs par défaut. Donc, je vais aller ici avec tiens, le nom tout simplement égal
Donc, j'ai ma liste d'étudiants, c'est magnifique, qui est initialisée. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire avec cette liste d'étudiants? Ben, moi, j'aimerais qu'au lancement de ma page, tous les étudiants qui se trouvent ici, donc, ben, il faut encore qu'il y ait un list view présent dans cette page. Donc, je vais basculer à mon fichier de layout, juste ici. Je vais me débarrasser du list view qui s'y trouve, pardon, je vais me débarrasser des labels qui s'y trouvent et je vais plutôt venir définir une nouvelle balise, une balise de type, donc une balise de type list view. Allez, allez. Aujourd'hui, le clavier, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai une balise de type list view. Et si on lance l'application à ce stade-ci, évidemment, tout comme Android Studio, ben, on ne sera pas surpris. Là, on ne va voir rien de très intéressant dans notre list view. On devrait voir une list view vide. Dans certaines versions de Xamarin, on voit une list view vide, mais avec déjà des séparateurs pour chacune des lignes, donc des traits qui séparent chacune des lignes. Donc, on va voir ce que ça donne ici. Là, j'ai updaté ma version de Xamarin récemment. Donc, ben, effectivement, on voit une magnifique page dans laquelle il n'y a rien, puisque notre list view est vide. Donc, prenons une première pause à cette étape-ci. Résumons ce qu'on a fait pour l'instant. En revenant de la pause, ben, on va on va faire le lien entre le list view qui est ici et l'information qui a dans notre classe page 1, la liste d'étudiants. On va voir aussi comment spécifier le layout qui devrait être utilisé par Xamarin pour représenter ici dans notre list view, pour positionner dans notre list view l'information provenant de chaque étudiant. Ça va jusque-là pour tout le monde? Oui, ça va. Parfait. Donc, je vais poser l'enregistrement.